En fait, il y a un truc qui est notable chez vous, vous n'avez pas la langue de bois. Effectivement, moi j'aime bien, quand je fais des interviews, dire ce que je pense. J'admirais totalement l'acteur qui était Gérard Depardieu. Bon bah, ça fitait pas dans l'autre sens. Vous avez joué à quoi, la PlayStation avec DiCaprio? On jouait à James Bond. Oh, j'ai fait des castings, j'ai fait des trucs... je me suis fait humilier par un mec. Il m'a dit, mais t'as pas honte de venir te présenter à nous avec cette tête, avec des boutons plein la gueule? J'ai lu un truc que vous aviez écrit des premiers spectacles de Franck Dubosc. Franck Dubosc. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous êtes un bon acteur? Bonjour, Guillaume Bonjour, Canet. ça va? Bienvenue chez Brut. Ah merci, c'est trop cool. Vous avez une grosse actu, vous avez 2 films. Ouais. Il y a Le Déluge, dans lequel vous jouez Louis XVI. Ouais. Des looks très différents. Et l'autre très différent, hein, une sorte de thriller où vous êtes un membre du GIGN. Ouais. Qui s'appelle Ad Vitam, et c'est d'ailleurs le premier film que vous faites qui est diffusé sur Netflix. Exactement. Vous êtes un grand mystère. J'ai essayé de bosser un peu le sujet Guillaume Canet. Vous écrivez, vous êtes scénariste, vous êtes acteur, vous êtes réalisateur, vous êtes même producteur d'Ad Vitam, on va en parler. Et c'est difficile en fait de vous cerner. Je vais peut-être commencer par le début. On va parler de votre chambre, pas de votre chambre actuelle, votre chambre d'ado, parce que je crois que c'est là où vous avez commencé à monter vos premiers courts-métrages. Ouais. Je fais des films en Super 8 avec des potes du village de Gambé, là où j'ai grandi. Enfin, après Plaisir, parce que d'abord j'étais à Plaisir avec Jean Dujardin, tout ça. Est-ce que Jean Dujardin, est-ce qu'il y a un film qui existe de Non, parce que Guillaume Canet Jean, je suis parti, j'avais 10-11 ans de Plaisir. Et Jean, il était dans une bande adverse, en fait. Ah ouais? Ouais, il était avec Alexandre Marie, qui va se reconnaître, qui m'a pété la clavicule. Et c'était une bande un peu adverse, en fait. On n'était pas super potes, en fait. Je suis devenu pote avec Jean beaucoup plus tard. Vous avez pété la clavicule parce que vous êtes battu? Ouais, on s'est un peu battu. Moi, je suis curieux, là. Ouais. Et pas avec Jean, mais avec Alexandre Marie, qui est devenu d'ailleurs le parrain de son fils. Ils sont toujours très potes. Il était comment, Jean Dujardin, à 10-11 ans? Lui aussi, il voulait faire du cinéma? Non, on parlait pas de ça du tout. Ouais. Mais il était très... il faisait partie... il faisait partie des élèves un peu turbulents comme moi, quoi. Et puis après, j'ai fait des films en vidéo, où j'ai fait... je faisais des parodies d'émissions de télé, de Ushuaïa, de plein de trucs. Ça m'a valu d'ailleurs des renvois d'école. J'ai vu ça, ouais, qu'il y avait Nicolas Hulot, donc présentateur d'Ushuaïa à l'époque, qui était venu à l'école. Ouais, et moi, j'avais fait du coup un truc pour lui. Et quand j'ai appris qu'il venait, et je me suis pris une année de colle. En fait, tous les samedis matins, j'étais collé parce que j'avais fait une séquence évasion. À chaque fois, il faisait la séquence frisson, la séquence truc. J'avais escaladé le mur de l'enceinte du lycée pour faire une séquence escalade, tout ça, séquence frisson. Je m'étais mis une perruque, j'étais torse nu avec une culotte de cheval et j'avais grimpé la façade. Donc je m'étais déjà pris quelques heures de colle. Et après, j'ai fait une séquence évasion où en fait, j'avais demandé à toutes les classes de sortir à une heure précise et d'escalader le mur d'enceinte et de se barrer dans le village. Et donc ça m'a pas valu une année de colle. C'est dur quand même. Ouais, c'est dur. C'est dur, ouais. Et comment c'est né votre passion pour le cinéma? Entre 2 barreaux. En fait, j'ai toujours une fascination pour le film, pour le cinéma. Et en fait, mes parents qui regardaient des films jusqu'au moment où ils se sont séparés, mais en tout cas jusqu'à 10-11 ans, où on habitait là à Plaisir, il y avait des escaliers qui donnaient sur le salon. Il y avait la porte du salon qui était vitrée. Donc je regardais des films muets parce que c'était des films avec du son, mais moi j'avais pas le son. Ah ouais. En tant que j'entendais pas très bien, mais j'avais une vue sur la télé d'en bas des escaliers entre les 2 barreaux, des trucs comme ça. J'avais un œil sur l'écran et un œil sur mon père. Et mon père, de temps en temps, faisait comme ça. Et donc là, il fallait que je puisse faire un saut de 3 marches pour être en dehors de son point de vue. Donc j'étais toujours en tension comme ça. Et donc des fois, il me voyait pas et des fois, il me voyait. Et là, donc des fois, il se levait, il faisait le tour du canapé, puis il s'arrêtait là parce qu'il voyait que j'étais remonté les marches. Puis des fois, il allait un peu plus loin. Et puis quand c'était la 3e, 4e fois, il se mettait à monter les marches. Et quand il montait les marches, je savais que... Ouais. Je savais que j'allais faire bien dodo après. Très très rapidement, j'ai eu cette fascination pour le cinéma, pour raconter des histoires. Et après, il y a eu cette rencontre avec le cirque qui a été vraiment définitive en fait. Enfin pour moi en tout cas, un truc assez clair où il y avait donc le cirque qui est passé dans l'endroit où j'avais mon école et qui a proposé aux parents d'élèves cancres, donc moi, de cumuler les heures de permanence et de sport et d'aller au cirque. Et j'ai fait ça pendant 1 an et j'ai trouvé ça fascinant en fait. Je m'entraînais donc je sais plus mercredi et le week-end on avait le spectacle le samedi et dimanche après-midi parce
qu'on était mineurs, on n'avait pas le droit de jouer le soir. Et j'avais un numéro avec un truc d'équilibre sur un cylindre avec une planche et je jonglais. Et il y avait, voilà, et j'étais dans la vie de ce cirque et de ces gens et le contact avec le public. Premier contact avec le public, et j'avais 15 ans à peu près, 14-15 ans, et ça m'a vraiment fasciné, quoi. Dans votre chambre d'ado, il y avait aussi un poster, le poster de Le Professionnel, Ouais. Georges Lautner avec Belmondo. Ouais. Euh, Que je roulais pour aller me faire coiffer. Exactement, j'ai lu ça. C'est quoi cette histoire? Bah, j'étais tellement fan de Jean-Paul Belmondo que je dégrafais, je dépunaisais mon poster du Professionnel quand j'ai chez le coiffeur, et j'y allais avec mon poster qui était immense, que je déroulais dans le truc pour lui dire voilà, je veux cette coupe de cheveux là, en fait. Donc je voulais que le coiffeur me coiffe comme Jean-Paul Belmondo. Et ouais, il le faisait, ouais, bien sûr. Alors après, j'avais pas la même tête, hein, mais voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai raconté ça des années plus tard à Jean-Paul, que j'ai eu la chance de rencontrer et après de voir souvent, c'était très, très marrant de lui raconter ça, quoi. Pour préparer cette interview, j'ai regardé du coup vos courts-métrages aussi. Parce que c'est toujours intéressant de voir les premiers courts-métrages que font les réalisateurs qui après font des grands films. Donc j'ai vu Je t'aime, j'ai vu Je peux pas dormir. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une sorte d'homogénéité ou pas? J'ai noté 2-3 trucs. Ouais. Vos premiers courts-métrages, en fait, ça parle de relations humaines dysfonctionnelles, quoi. Ouais. Et puis il y a aussi une fascination pour la musique. On Ouais. voit très bien que vous voulez mettre de la musique, un peu comme Sergio Leone, je crois que vous aimez pas mal. Ouais. Vous vous en souvenez, vous, de ces... C'est bien bossé, hein. Bah, ça a été justifié mon énorme salaire. Vous vous en souvenez de cette époque, de ces premiers courts-métrages? Ouais, bien sûr. Comment ça s'était passé? Bah, exactement comme vous le dites, en fait. Ce qui me motive, en fait, c'est effectivement les personnages et les êtres humains, en fait. Ce qui, d'ailleurs, des fois a été assez décrié. C'est-à-dire que je sais, par exemple, Les Petits Mouchoirs, ça a suscité d'ailleurs des agacements chez certains qui m'ont catalogué dans un truc de films, de certains genres de films ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours, dans tous mes films, aimé traiter l'être humain, l'émotionnel. Et ça vient sûrement aussi d'un dysfonctionnement aussi que j'ai vécu moi en tant que gamin, en fait, dans mon enfance, dans mon adolescence, dans la séparation de mes parents, dans tout ce que j'ai pu vivre. Et une envie de raconter ça. Alors après, je ne me compare pas du tout à Spielberg, mais c'est intéressant de voir comment Spielberg, par exemple, dans tous ses films, traite du divorce, de la séparation de ses parents, en fait. Que ce soit dans E.T., que ce soit dans tous ces films, il y a des parents qui se divorcent. C'est intéressant ça, parce qu'effectivement, là, vous me le dites, j'ai pas percuté, mais donc pour vous, le fait, le divorce de vos parents, quelque part, c'est ça qui fait aussi jaillir vos intentions créatives, quoi. Ouais, c'est le divorce, c'est tout ce qui s'est passé avant, c'est tout le dysfonctionnement aussi de la famille, qu'il y a avant le divorce, où il y a la nervosité, le stress, la fatigue, les engueulades, tout ça qui fait qu'un enfant est une éponge et est chargé de tout ça. Et je pense que finalement, si j'avais pas vécu ça et que j'avais vécu une enfance... Attention, j'ai pas du tout une enfance malheureuse, mais pas toujours très heureuse, en fait. C'est jamais agréable de voir des parents se séparer et s'engueuler tout le temps, en fait. Donc ça marque un enfant. Et je pense que du coup, ça m'a toujours intéressé, le relationnel, en fait, chez les êtres humains. Et donc, et la musique, ouais, c'est un amour. Et donc c'est vrai que quand on voit mes courts-métrages, y a ça, tout de suite. Il y a une petite fille qui s'en va. Et c'est un peu un clin d'œil, un pendant, c'est une petite fille qui s'en va, qui quitte son père. Et moi, c'est un pendant un peu de ce que j'ai fait des années plus tard dans Lui, qui est un film qui a été très pas délaissé, mais en tout cas un peu ignoré de la part du public et des critiques, mais qui reste pour moi un des films les plus importants que j'ai pu réaliser, en fait. Qui est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui raconte des choses vraiment importantes. Il y a dans ce film une scène que j'ai vécue de mon père qui quitte la maison et qui fait un infarctus derrière la porte. Parce que je lui dis, si tu passes cette porte, t'es plus mon père. Et c'est marrant maintenant quand j'y repense par rapport à mon court-métrage. J'ai fait l'inverse, en fait. C'est l'enfant qui décide de partir. Je parlais des courts-métrages, mais j'ai lu un truc que vous aviez écrit, enfin coécrit en l'occurrence, les premiers spectacles de Franck Dubosc. Ouais. Qu'est-ce que avec Philippe Lefebvre. Exactement. Ouais, on était au Trésor, il y avait
ce café, en fait, avant que les productions du Trésor deviennent les productions du Trésor, il y avait un café, rue du Trésor, dans le Marais, qui s'appelait le Café du Trésor, dans lequel Philippe Lefebvre, après mon premier tournage qui s'appelait La colline aux mille enfants, j'avais 17 ou 18 ans, et qui me dit, j'ai des potes qui ouvrent un café dans le Marais, à côté de leur resto, qui s'appelle le Restaurant du Trésor. Et il me dit, ils ouvrent leur café, est-ce que tu veux passer, tout ça. Donc j'y passe. Et là, il y avait Franck Dubosc, qui était absolument pas connu. Il a quel âge, Orion? Je sais pas, il avait 28 ans. Il n'avait pas encore les cheveux blancs, donc? Non. Et il avait fait, il y a très longtemps, quand il avait 15-16 ans, un film qui s'appelait « À nous les petites Anglaises ». Donc il a existé un peu en tant qu'acteur, et puis là, il avait une passe, voilà, où il était un peu moins connu. Et en fait, il était serveur à ce restaurant-là, où il y avait aussi Philippe Lefebvre, donc mon pote, qui faisait des films et qui était aussi serveur. Et il y avait Arnaud Lemort, qui est après devenu animateur de radio et qui a été aussi réalisateur. Et ils m'ont dit, les deux propriétaires, Laurent Taïeb et Alain Attal, qui est devenu donc les productions du Trésor, m'ont dit on voudrait faire un truc un peu à la Lenny, le film avec Dustin Hoffman, où il y a des trucs de stand-up qui n'existaient absolument pas dans Paris. Lenny Bruce, l'humoriste. Voilà. Et du coup, ils m'ont dit voilà, on voudrait faire un truc, on met une caisse retournée, un micro à chef, et vous faites des impros et trucs. Et on s'est mis à faire tous les mercredis soirs. Ils balançaient un morceau de Billy Paul, Your Song de Billy Paul, et les gens savaient que c'était le moment où il fallait rentrer de la terrasse dans le truc. Ils payaient rien, ils buvaient juste des coups. Et on faisait une demi-heure à peu près de trucs écrits, qu'on avait écrits pendant la semaine, et le reste, ça partait en impro. Et en fait, on a créé un personnage avec Franck Dubosc et Philippe Lefebvre, qui est le personnage qu'il a pris après dans ses spectacles, où il s'adresse au public, toi public et tout ça. Et on a écrit avec Franck ces spectacles, et puis Franck s'est mis aussi à le jouer après d'autres textes au fur et à mesure, puis après il est parti jouer au Réservoir, puis après au Théâtre de 10 heures, et puis après, il a commencé à avoir le succès voilà, qu'il a eu. Mais au départ, c'est moi qui jouais les textes. Ouais, j'avais même fait le... Vous étiez sur scène aussi? Ah, j'étais sur scène, c'est moi qui les jouais, en fait. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi le spectacle, le festival d'humour de Trouville, avec un spectacle qui s'appelait Cœur d'artichaut de Bretagne. Voilà. Ok. Le titre en dit long. Ça se retrouve, ça? Ah, j'adorerais. Je sais pas s'il doit y avoir des vidéos. Ouais. Cœur d'artichaut de Bretagne. Okay. Ouais. Et Franck Dubosc, du coup, parce que moi j'ai vu ça là, en préparant l'interview, mais je me suis dit, mais vous le voyez toujours, Franck Dubosc, ou Bah, on se croise. Non, je le vois pas régulièrement, mais ça m'arrive de le voir dans des trucs Je crois que la dernière fois que je l'ai vu, c'était un match du PSG, je crois, où on s'est croisés. Ouais. Parce que ça dit quelque chose quand même, c'est-à-dire que Franck Dubosc, maintenant, c'est compliqué pour lui, c'est-à-dire qu'il est catégorisé comme un personnage. Je suis pas sûr qu'on va lui proposer des rôles différents du personnage qu'il a créé. Vous avez réussi à naviguer là-dedans, à faire plein de choses très différentes. Comment vous percevez ça, le fait que très vite, en fait, on se retrouve dans un cadre, quoi, et c'est dur de sortir de ça? Ouais, c'est très très dur. Alors Franck, il réalise des films maintenant d'ailleurs qui sont différents de son image, qui sont très différents de son image. Mais en même temps, son image, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, parce que son image, il a un vrai public, Franck, et les gens apprécient beaucoup ses spectacles aussi. C'est ce qui a fait aussi son succès. Moi, je sais pas forcément que ça a été un truc volontaire de vigilance là-dessus, mais j'ai toujours aimé aller dans des directions différentes et d'aller dans des univers différents. Parce que c'est ça qui me remplit, en fait. J'adore, moi, en tant que spectateur, je vais kiffer voir une comédie comme un film de série Z ou comme un grand classique du Parrain ou voilà. Et j'ai pas d'attachement particulier à un genre même de cinéma, en fait. J'ai jamais eu un truc de dire ça c'est de la merde ou ça c'est... En fait, je me suis toujours rendu compte qu'il y a un public pour tout, en fait. Et ça, en fait, avec le temps et la sagesse, peut-être, on apprend ça, en fait, que des moments, on se dit, tiens, il y a des gens qui m'aiment pas, pourquoi ils m'aiment pas? Et en fait, non, on se rend compte qu'il y a des gens qui aiment un certain genre de film ou un certain genre d'acteur, et que, en fait, il y a plein d'autres gens qui vous aiment, en fait, et que c'est ça qui est cool, déjà. Mais c'est un truc vous avez en tête, la perception que les autres ont de vous, ou vous en foutez?
Non, je peux pas dire que je m'en fous, parce que quand on fait un métier d'image, on fait moi, quand je fais des films et quand je bosse pendant 5 ans, comme un barjot, nuit et jour sur un film, où j'y mets beaucoup de moi-même et de ma santé même, c'est jamais agréable d'avoir des gens qui vont cracher sur votre travail en disant que c'est de la merde, que truc, sans même le voir. Bon, moi, je sais que j'ai fait face à beaucoup de gens dans ma carrière qui ont critiqué mon travail, et quand je leur pose la question, en fait, je me rends compte qu'ils n'ont pas vu le film. Donc, c'est moi qui les agace. C'est pas le film, en fait. Mais ça, moi, j'y suis pour rien, en fait. Les gens, ils me connaissent pas, ils se fantasment des trucs sur moi. J'en ai fait un film qui s'appelle Rock'n'Roll, où les gens pensent que j'habite à Los Angeles, et que Marion habite à Los Angeles et qu'elle a une vie complètement truc. Bon, il y a des gens qui savent, qui sont pas toujours à l'aise à la télé, qui sont un peu froids, et ça peut donner une image où on a l'impression que ce sont des gens qui sont hautains, qui se croient au-dessus. Mais les gens connaissent pas notre vie, en fait. Ils savent pas ce qu'on vit au jour le jour, et qu'on a une vie plutôt normale, même si on a des gens qui ont beaucoup de chance de faire déjà un métier qu'on aime et de bien le faire, enfin de bien le faire, en tout cas d'essayer de le faire le mieux possible. Il y a un moment, ça peut faire de la peine, il y a des moments d'avoir des retours un peu... Mais en même temps, on est obligé de l'accepter, et c'est comme ça, et on peut pas se battre contre ça, on peut pas s'imposer à des gens non plus, en fait. Les gens ont le droit de pas vous aimer, en fait. Vous avez parlé de vie normale. On peut avoir une vie normale quand on est Guillaume Canet, parce que peut-être que vous pouvez le vouloir, mais les gens, du coup, ils savent que vous êtes Guillaume Canet. Donc peut-être qu'ils se comportent différemment parce que c'est Guillaume Canet. Ouais, mais moi, comme je travaillais énormément, j'ai pas beaucoup de moments de détente à partir en vacances. J'ai mon mois d'août que je garde chaque année, qui est le seul moment, en fait, où je me repose. Mais tout le reste de l'année, je bosse nuit et jour comme un dingue, en fait. Donc, je suis tout le temps dans des ambiances et dans des zones de travail. Donc, en fait, je erre pas beaucoup dans la rue, je vois pas, je suis toujours en scout à fond avec mon casque. Et donc, voilà, des fois, je croise des gens, mais je suis pas dans une... Enfin, voilà, je suis dans un univers de travail beaucoup, en fait. Donc, je me rends pas compte de ça, en fait. Et vous l'avez dit, jusqu'à devenir malade, ouais. Jusqu'à aller à l'hôpital, faire un tournage, c'est... Ouais, ça arrive, ouais. Mais comme beaucoup de metteurs en scène. Mais non, mais en fait, c'est pas que moi, en fait. Il y a beaucoup de metteurs en scène. Quand on travaille sur un film, c'est beaucoup de stress. On a la responsabilité d'abord d'une somme d'argent qui a été mise sur le film, et on se doit de réussir le film, de pression vis-à-vis des acteurs, de tout ça, et ça dure longtemps, entre la prépa d'un film, enfin l'écriture, la prépa, le tournage, c'est 3 à 4 ans de sa vie, et quand le film sort, en général, c'est la pression retombe. Ouais. Et c'est là souvent qu'on tombe malade. C'est un exemple tous les réalisateurs, quand ils finissent un film, quand le film sort, il y a un truc de relâchement, et souvent c'est là qu'on tombe malade, quoi. C'est quoi le pire qui vous est arrivé, pour qu'on comprenne bien? Parce que malade, je crois que vous, c'est dans des conséquences assez... J'ai eu plein de trucs, ouais. J'ai eu une septicémie, j'ai eu une infection générale du sang, donc j'ai passé un mois à l'hosto. C'était après quel film? C'était après Ne le dis à personne. Ah ouais, qui est pourtant, vous étiez plus jeune, césarisé, réalisateur, donc gros succès. Ouais. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Enfin, parce que j'étais épuisé, en fait. C'est le moment où j'ai fini le film, hein, pas au moment des Césars et de la sortie du film, mais c'est vraiment au moment où j'ai fini le film, en fait. Puis je tournais en même temps un film en tant qu'acteur, donc je montais le film la nuit et je tournais le jour. Ensemble, c'est tout, le film de Claude Berry. Donc je dormais 3 heures par nuit. Et donc au bout d'un moment, le corps dit stop, tu veux pas t'arrêter, c'est moi qui vais t'arrêter. Voilà. Ce qui est fou quand même, c'est que vous dites que vous travaillez beaucoup, tout ça, mais quand on regarde votre parcours, en fait... On a l'impression que vous foutez rien. Non, non, au contraire. On a l'impression que vous en glandez pas une. C'est marrant, parce que vous êtes tout le temps là, vous souriez, vous avez l'air sympa. Oui, voilà, c'était ma question. Ouais. Non, vous auriez pu faire complètement autre chose. Par exemple, j'ai lu, alors dites-moi si c'est vrai, que en fait, vous vouliez être réal, mais quand vous venez à Paris vers 17-18 ans, vous allez au cours Florent pour apprendre des cours d'acteurs, pour comprendre les acteurs, si j'ai bien compris.
je trouve ça bizarre. Moi, si je veux être réel, je vais faire la Fémis pour faire de la réalisation. Pourquoi cette histoire d'aller voir les acteurs? Parce qu'on filme quoi? On filme des acteurs. Donc en fait, moi je me suis toujours dit qu'avant de filmer des gens, il fallait que je comprenne quel était leur travail en fait. Donc du coup, ça m'a intéressé. J'ai été au Cours Florent pour comprendre en fait. Et puis moi, il fallait que je taffe parce que j'avais des petits boulots. Je faisais clown d'ailleurs dans des anniversaires pour enfants. Ah ouais, à Paris. Ouais, à Paris. Vous aimiez juste clown ou c'était Non, juste pour j'aimais gagner de pas l'argent? ça. Non, j'aime l'idée de faire le clown au cirque, mais dans les anniversaires, c'est horrible. Les enfants vous tapent, vous pincent, vous crient dessus. Ah ouais. C'est horrible. Ils Vous n'ont avez aucun fait respect une- pour les clowns. Des coups de pied dans les tibias, des trucs et tout. Ah ouais, ils sont très énervés, les enfants, dans les anniversaires. Il y a beaucoup trop de sucre. Hein. Ah ouais. Il y a un taux de sucre. Ah, puis les clowns, ça fait peur. Il y a un taux de sucre ils sont en dynamite, quoi. Donc non, c'était pas les trucs les plus kiffants que j'ai fait. Mais c'était marrant. J'ai appris plein de trucs. Comme quoi, par exemple? Bah, me contenir, par exemple. Ne pas frapper les enfants. De pas frapper des enfants. Oui, c'est un bon début. Mais non, mais voilà, c'était des expériences. Et c'est vrai que très rapidement, donc je faisais des petits boulots, mais il fallait que je bosse, en fait. Et en fait, j'ai eu des propositions en tant qu'acteur, ce à quoi je m'attendais absolument pas. Et du coup, parce que j'ai vu des castings, j'ai vu faire une pub Hollywood Chewing Gum, 50 000 francs à l'époque, je crois que c'était, pour 2 jours de tournage au Maroc. Je dis ouais, bah ouais, je veux bien, moi. Ouais. Ça ressemble à quoi le casting d'une pub Hollywood Chewing Gum? Oh, j'ai fait des castings, j'ai fait des trucs, je me suis retrouvé dans des castings avec des gens, mais improbables, quoi. J'ai des souvenirs. Je me suis fait humilier par un mec, mais vraiment parce que j'avais des boutons. Et je me suis fait humilier par le mec parce que j'avais des boutons devant toute son équipe et tout. Enfin, c'était horrible. Pour une pub? Ouais, pour une pub, je sais plus ce que c'était. Non, pour une émission de télé. Pour être animateur dans une émission de télé chez des ados, un truc comme ça. Ah, vous avez fait un casting pour devenir animateur télé? Ouais. Je suis venu et puis je devais improviser, faire un truc et tout ça. Voilà ce que j'ai fait devant des caméras. Puis le mec, à un moment, m'a dit « Mais t'as pas honte de venir te présenter à nous avec cette tête, avec des boutons plein la gueule ?» Ah ouais? Ouais. Comment vous avez réagi? Bah, pas bien. Enfin, forcément, j'étais humilié, quoi. Je suis parti de là, j'étais pas bien, quoi. Je suis parti, je me rappelle très bien dans la rue, je montais, c'était une rue qui montait en plus, j'ai l'impression que c'était vraiment le calvaire. Et je montais comme ça et je me suis dit, waouh, je vais pas faire des trucs devant une caméra, quoi, c'est sûr. Je vais vraiment être réel. Mais Après, vous avez fait Mon Idole, premier film sur la télé, justement. Donc Bah oui. j'imagine que... ouais, vous savez, je sais bien. J'ai vu aussi que vous avez fait votre premier... En fait, vous arrivez au cours Florent, puis, si j'ai bien compris, il y a un cours où on vous demande de faire une impro. Et en fait, vous faites une impro avec un réveil, je crois. Ouais. C'est quoi cette histoire? Bah, en fait, c'est un exercice d'impro qui est très connu, où il y a un carton et il y a des objets dedans, et on doit choisir un objet, n'importe lequel, sans regarder, et on sort l'objet, et on doit raconter une histoire avec cet objet, qui est soit vrai, soit fausse, mais on doit pas le dire si c'est une histoire vraie ou une histoire fausse, mais en tout cas, on doit raconter une histoire autour de cet objet. Moi, j'ai chopé un réveil, et je sais pas pourquoi, il m'est venu une histoire hyper sordide avec ce réveil, où je dis, bah, en fait, c'est un objet comme ça qui a tué une personne que j'aimais, que j'aimais. Et donc, il y a une espèce de silence, et je raconte, je dis, voilà, j'étais avec une fille pendant 3 ans, et un matin, j'ai décidé de la quitter, je lui ai laissé un mot, et au moment où je suis parti, le réveil a sonné, et elle s'est réveillée, et du coup, j'étais là, et elle a vu le mot. Et du coup, on s'est expliqué, on s'est parlé, et du coup, je l'ai pas quittée, et une semaine après, on a eu un accident de voiture, elle est morte, un accident de voiture. Voilà. Je vous la fais courte, mais je l'ai racontée en 15 minutes. Et à la fin, il y a une espèce de blanc, de silence, et là, j'entends la prof qui dit merci Guillaume. Et là, je comprends que tout le monde a cru à cette histoire. Et du coup, j'ai honte. J'ose pas dire que c'est pas vrai. Et là, c'était extraordinaire. J'ai tout le monde qui vient toute la semaine me taper dans l'épaule. Ça va, tu vas bien? Ouais. Hyper gentil, enfin, une empathie incroyable. Et là, je me suis dit, c'est extraordinaire. En fait, de réaliser qu'on peut faire croire à des choses avec une émotion, avec un sentiment, avec une histoire. C'est à ce moment-là, c'est le réveil qui a fait de moi un acteur, en fait. Mais au départ, je suis monté sur le plateau, je savais pas du tout ce que j'allais faire. C'était pas du tout dans ma volonté d'être acteur, en fait. Est-ce que vous pensez que vous êtes un bon acteur?
Je pense que je suis devenu un acteur honnête, travailleur. Je pense qu'au début de ma carrière, j'étais un acteur qui travaillait pour payer la pellicule de ses courts-métrages et de faire ses films avec une vision de devenir metteur en scène. Après, j'ai commencé à faire des rôles. Après, j'ai appris surtout ce que je demandais aux acteurs. C'est-à-dire que j'ai vu le travail que je demandais en préparation aux acteurs, que je ne faisais pas moi-même. Donc après, j'ai compris que... Ouais, dès qu'après avoir entendu Mon Idole, voilà. mais non, vous avez commencé à changer la façon de jouer. Voilà, et je pense qu'à partir de Mon Idole, j'ai changé ma façon d'aborder mon travail d'acteur. Et je pense que sur des films comme La prochaine fois, je viserai les cœurs, où j'ai commencé à travailler beaucoup plus mes rôles, j'ai l'impression d'avoir fait un travail en tant qu'acteur plus fort, avec des metteurs en scène confirmés, avec qui j'ai travaillé, que ce soit Zulawski, que ce soit Olivier Assayas, que ce soit Cédric Kahn, que ce soit... Enfin voilà, plein dont j'oublie, mais où j'ai l'impression avoir eu déjà la chance d'avoir des grands rôles et d'être... voilà, d'avoir travaillé des... Après, c'est pas à moi de le dire. Ça veut dire quoi, travailler? Travailler, c'est-à-dire préparer un rôle, ça veut dire globalement, par exemple, sur Le Déluge, le travail que j'ai fait là, c'est un travail de recherche énorme, historique, sur le personnage, sur son entourage, sur le bouquin de Cléry, par exemple, qui était son valet de chambre. Parce que vous jouez Louis XVI. Et voilà, je joue Louis XVI, et Cléry, qui est son valet de chambre, qui l'a accompagné jusqu'à sa mort, jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour le jour où il est guillotiné. Et donc de choper des informations, de choper plein de choses qui vont venir nourrir le personnage que je joue, d'aller voir un psychologue, parce que je comprends que ce personnage est un peu bloqué sur tout le temps à réparer des horloges, enfin des mécanismes d'horlogerie, de serrure, qu'il est un peu asocial, qu'il n'aime pas les gens, qu'il a du mal avec les femmes, qu'il est très timide. Donc il y a tous ces comportements-là, en fait, qui sont intéressants à travailler avec un psychologue, d'aller parler à un neurologue aussi, d'aller parler à quelqu'un pour travailler sur le bégaiement. C'est un personnage qui bégayait aussi, donc de travailler là-dessus, d'apprendre à comment on bégaye. Et tout ça, enfin voilà, c'était tous ces éléments-là qui font partie d'un travail que je faisais pas forcément avant et qui maintenant me passionne en tant qu'acteur. J'ai du mal à m'imaginer aujourd'hui pas faire tout ce travail en amont. Ouais. J'ai découvert même le travail avec un coach. Maintenant, j'ai quelqu'un, Daniel, un coach qui est extraordinaire, avec qui j'aime échanger sur le scénario, travailler. Un coach d'acting? Ouais, qui me fait bosser, qui me prépare à disséquer le scénario. Qu'est-ce qu'on raconte là? Qu'est-ce que ça veut dire là par rapport à cette scène? Et d'avoir un vrai travail de fond, en fait, pour que le texte soit appris mais oublié le jour du tournage et qu'on soit totalement dans autre chose, en fait. Vous parlez dans le fait de le vivre et non pas le réciter, en fait. Vous parlez de La prochaine fois, je viserai le cœur. Sauf que, pareil, pour préparer cette interview, je l'ai revu. C'est assez dark. Hein. Ouais. Et je crois que juste avant, justement, vous vouliez arrêter le cinéma. Hein. Ouais. Pourquoi arrêter le cinéma quand on est Guillaume Canet avec un certain succès, quand même, hein? Parce qu'il y avait du succès, mais il y avait justement ce regard, non pas du public, parce que je le dis d'autant plus que ça me permet même de le dire là, sans aucune condescendance, mais j'ai pas tout le temps de répondre à tous les messages que j'ai sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais j'ai un public qui est vraiment fidèle, en fait, et je me rends compte, et que les gens dans la rue, ce qu'ils me disent et tout ça me motive, en fait, et me fait vraiment plaisir, parce que je sens une vraie fidélité, en fait, du public. Après, il y a des gens qui m'aiment pas aussi, évidemment, et heureusement, parce que sinon ce serait un peu étrange de faire l'unanimité, mais en tout cas, je sens une présence, mais à ce moment-là, il y avait pour moi la sensation de pas être reconnu en tant qu'acteur, justement. Ah ouais? Et c'est très bizarre pour quelqu'un qui a jamais voulu être acteur, en fait. Ouais, c'est ça. De tout d'un coup, je pense que je suis tombé dans un truc, à un moment, d'avoir envie, enfin, un moment quand même d'une reconnaissance en tant qu'acteur.
Alors que quand même, je travaillais avec des très grands metteurs en scène et j'avais des très très beaux rôles. Mais peut-être qu'au fond de moi, j'étais pas complètement content aussi du travail que je faisais en tant qu'acteur, plutôt. Et du coup, c'est vrai que la prochaine fois, je viserai le cœur. Ça a été vraiment une bascule. Et je remercie encore Cédric Angers de m'avoir offert ce rôle parce que ça a changé beaucoup de choses dans ma tête. Parce que c'est vrai que j'ai été nommé au César en tant que meilleur acteur, que le film a été très apprécié du métier et que les gens ont pu voir mon travail que j'avais fait sur ce film, assez différent, assez dark, qui sortait un peu du côté... peut-être qui était un peu le masque que je me suis mis pendant des années pour cacher un peu qui j'étais vraiment, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je suis arrivé avec un bagage émotionnel assez lourd dans ce métier, où je pense que j'ai toujours pensé qu'il fallait pas étaler... j'ai toujours eu du mal avec le fait d'étaler mes problèmes, en fait. Et donc, du coup, je pense que je suis arrivé dans ce métier avec un grand sourire et une pêche, et je suis arrivé un peu, les gens m'ont vu un peu comme le garçon de la plage en maillot de bain, tout souriant, un peu naïf, pour qui il n'y a pas de souci, en fait. Bah, ça s'est passé très vite, vous parlez de maillot de bain, la plage, le film avec donc, de Danny Boyle avec DiCaprio. En quoi c'est un bon acteur, DiCaprio? Est-ce que sur le moment, quand vous l'avez rencontré, vous vous êtes dit « Waouh, c'est un bon acteur » le moment où je l'ai rencontré, non, je me suis pas dit « Waouh, c'est un bon acteur ». Avant, je m'étais dit « Waouh, c'est un bon acteur » parce que je l'avais vu dans Gilbert Grape, je l'avais vu dans Titanic, je l'avais vu dans plusieurs films où je le trouvais vraiment formidable. Mais au moment où je l'ai rencontré, tout le truc qu'il y avait autour, je trouvais ça un peu ridicule. Et c'est vrai que ça faisait quelques jours qu'on attendait, qu'on était le groupe d'acteurs qui était censé être cette communauté en fait de Lille, hein, avec Danny Boyle, et on faisait des répétitions de percus, des trucs, et à un moment on entend une assistante qui arrive, qui dit à Danny Boyle « He's here, it's coming ». C'était l'arrivée de DiCaprio, on était en répétition, et il arrive, et chacun son tour, on devait faire un truc de percussion, et ça arrive à son tour, et il fait un truc mais pourri, genre de... un truc comme ça, et tout le monde « Oh my God, that's amazing! Oh my God, it's beautiful !» Et c'était un peu ridicule, en fait. Et je vois comment tout le monde... hyper focus avec lui. Bon. Et moi, à l'époque, je boxais beaucoup, je m'entraînais, j'avais fait des combats amateurs et tout ça, et j'étais très... Enfin, voilà, donc je continuais l'entraînement, et j'avais un acteur italien qui boxait aussi, donc le soir, on s'entraînait, on boxait. Et un soir, il est descendu à la salle, Léo, pour faire de la muscu avec ses bodyguards, et il me regardait de travers, comme ça, et quand on tapait, on faisait comme ça. Et lui, le lendemain, il arrive sur le plateau, il se fout de ma gueule, et il arrive, et il me fait et il me tape comme ça dans l'épaule, et à un moment, il me met un pain un peu fort, et là, je me retourne et je lui mets une droite dans le creux de l'épaule, là où ça fait bien mal, là, dans l'os, comme ça. Bah, et là, il fait comme ça, et là, il y a une espèce de silence sur le plateau, et tout le monde me regarde comme si j'étais complètement débile, parce que je viens de taper quand même la star du film. Le mec qui a fait je sais plus combien de millions d'entrées avec Titanic, et tout le monde me regarde, il y a une espèce de suspense sur comment il va réagir, et il relève la tête mort de rire, et là il me dit qu'est-ce que tu fais ce soir, enfin après il me dit qu'est-ce que tu fais ce soir, on joue à la PlayStation avec des potes, tu veux venir, et tout ça, et voilà, et puis là on a passé 4 mois d'amitié, et voilà, et puis on est resté encore aujourd'hui très très proches. Mais voilà, la rencontre... Vous avez joué à quoi, la PlayStation avec DiCaprio ça me... On jouait à James Bond. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est marrant, ça. Ouais, on jouait à James Bond, et on jouait à Doom. Ah, il faut tirer sur les gens. Ouais. En quoi c'est un bon acteur, DiCaprio? Pour revenir à ça, c'est... Parce qu'il y a... Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon acteur? Parce qu'il a un instinct... il a un instinct incroyable, et il a une... Ouais, c'est un acteur instinctif. Et il a une capacité à délivrer les émotions et une intelligence du texte, et une énergie, et puis un charisme. Il a un vrai charisme, il a quelque chose... Mais vous arrivez à l'expliquer? Parce que le charisme, c'est un peu inexplicable, quoi. Est-ce qu'il y a techniquement un truc qui fait mieux que les autres? Il y a des choses qui sont inexplicables. Benoît Magimel, par exemple, pour moi, je pense que c'est vraiment un des meilleurs acteurs de notre génération.
Benoît, vous le placez devant la caméra, il se passe un truc magique. Voilà. Vous regardez dans le ton de la caméra, il a un truc, tout d'un coup, la caméra l'aime. C'est l'expression qu'on dit souvent. Mais il y a un truc qui se passe qui fait que il a une putain de gueule tout d'un coup. Là, son regard, il fait un truc. Il y a tout qui passe. Voilà. Et ça, c'est un truc qui s'explique pas, en fait. C'est quelque chose d'énorme chez les gens, en fait. Chez certaines personnes qui sont extrêmement cinégéniques, en fait. Ok, donc finalement, il n'y a pas de technique particulière. On l'a ou on l'a pas quelque part. Donc on est acteur ou on n'est pas? Non, on peut le devenir, évidemment. On peut le devenir. Il y a des très très bons acteurs qui bossent aussi et qui sont des très très bons acteurs. Il y en a certains qui sont doués de quelque chose d'assez magique immédiatement, en fait. Et alors, on a parlé des bons acteurs, les bons réals, parce que vous êtes réalisateur quand même. J'ai vu que, alors d'ailleurs, un truc, on parlait de casting aussi, j'ai vu que vous avez passé un casting pour être le réalisateur d'Astérix. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait, je crois, il y avait trois choses. Il fallait avoir eu un César, avoir fait un film qui a fait plus de 2 millions d'entrées et avoir tourné en langue anglaise. En langue anglaise, donc avec Blood Ties Ouais. que vous aviez fait. Ouais. Mais ça ressemble à quoi un casting de réalisateur? Mais de toute façon, toute l'aventure Astérix, c'est très très particulier. Hein. C'est un film comme un film de studio, en fait, parce que c'est une franchise qui appartient en fait les droits d'auteur appartiennent en fait à l'époque à Hachette et qui ont des droits d'auteur et qui ont un droit de regard en fait sur le scénario à la virgule près, sur tout ce qui est dit. Et donc c'est très particulier en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont un cahier des charges et qu'ils ont décidé de manière un peu différente des autres films en fait. Moi c'est la première fois qu'en plus que je réalisais un film que j'avais pas écrit. Donc il y avait un scénario déjà d'écrit à la base que j'ai retravaillé après moi comme j'ai pu en fait en fonction des réactions aussi des ayants droit. Mais en tout cas c'est un film où c'est la première fois que c'était pas quelque chose qui venait de moi. C'est-à-dire que moi, tous les autres films, c'est des scénarios originaux que j'ai écrits. À part Blood Ties. Une petite frustration, c'est le cas ou pas? Vous avez été frustré sur le tournage? C'est un autre exercice, c'est très étrange, en fait. C'est un truc que je pense que je ne recommencerai pas, parce que c'est quelque chose... Moi, j'ai besoin de l'écriture et de la création, enfin, dans l'écriture, du process, parce que c'est là que je vois mon film, en fait. Et c'est là que mon film m'inspire ou pas. Mais je regrette absolument pas de l'avoir fait parce que j'ai appris énormément de choses, que j'ai appris des choses de dingue au niveau effets spéciaux, au niveau tournage astronomique, avec de la figuration, avec plein de choses. Et je regrette pas pour un truc, c'est que encore aujourd'hui j'ai des enfants, parce que le film a été extrêmement décrié, et on s'est fait démonter au niveau de la critique, ça a été très dur, mais j'ai eu un public de jeunes et de familles au rendez-vous, parce que le film a pratiquement fait 5 millions d'entrées, ce qui n'est pas non plus rien, et qu'aujourd'hui, c'est pas... voilà, et que le film a très bien fonctionné à l'étranger, mais que surtout, j'ai des enfants qui viennent sans arrêt me parler du film et qui l'ont vu 3 fois, 4 fois. Et c'était quand même, à la base, un film fait pour ça, en fait. C'est fait pour les enfants, en fait. Et moi, c'est ça qui me fait que je peux pas regretter cette aventure. Et surtout, la comparaison avec des films comme celui de Chabat n'est absolument pas comparable, puisqu'à l'époque, le film de Chabat, d'Alain, n'était pas fait avec ses ayants droit et avec Hachette, où il y avait un droit de regard aussi important sur le scénario. Donc il y avait une liberté. Ouais, ça, les gens ne le savent pas forcément. Il y avait une liberté dans les vannes, il y avait une liberté dans ce que ça raconte, qui est totalement différente, en fait. Ouais. Donc voilà. Il n'y a pas d'excuses à avoir ou quoi que ce soit, mais simplement, c'est pas la même époque, c'est pas fait de la même manière, ouais. Et voilà. J'ai vu plusieurs interviews de vous. En fait, c'est très rare. Vous n'avez pas la langue de bois. Par rapport à plein d'autres dans le milieu du cinéma, surtout, franchement, c'est un plaisir parce que vous répondez aux questions et puis vous dites les choses. Il y a un truc que vous avez dit qui m'a stupéfait, c'est sur Vidocq. Ouais. Vidocq, donc un film, vous êtes acteur et vous dites « j'ai été très mauvais ouais. ». Tout le monde ne le dit pas. Et apparemment, non seulement vous le dites, mais en plus, c'est que du coup, ça a eu des conséquences sur votre carrière assez énormes, quoi. Ouais. Pourquoi vous avez été mauvais dans ce film? Quelles conséquences ça a eu? Alors, pourquoi j'étais mauvais? Parce que je pense que j'étais mauvais parce que j'étais pas du tout prêt.
j'avais peut-être pas suffisamment travaillé, que le personnage n'était pas, je pense, très bien écrit non plus, que voilà, je sais pas, j'étais pas dans une ambiance, j'étais pas un film où j'étais très heureux. Ouais, alors j'ai vu que vous étiez pas du tout entendu avec Gérard Depardieu. Non, non, j'ai pas eu de. En tout cas, je pense que lui ne m'a pas vraiment apprécié. Et non, ça n'a pas fité. Ça s'est manifesté comment? Bah, il n'y avait pas de complicité du tout, quoi. Il y avait pas ça n'a pas fité, en fait. Et quand j'entends et je vois ce qu'il a dit, d'ailleurs, sur moi après, dans les interviews, où j'avais rien à faire dans ce métier, bon. Ah, il a dit ça? Ouais, donc c'est un peu. Je pense qu'il n'était pas. Mais en même temps, à sa décharge, s'il me voyait jouer sur le plateau que j'étais pas bon, je pense que c'est un peu normal qu'il puisse avoir dit ça, quoi. Mais c'est vrai parce que j'étais vraiment pas bon, en plus. Mais parce que je me sentais pas à l'aise. Et c'est vrai que je me suis retrouvé dans ce film-là, après La Plage, où j'avais fait quand même quelques films avant La Plage, mais j'avais pas encore une grande expérience. Et je me retrouve sur ce plateau d'un film assez énorme, avec Depardieu. C'était quand même très impressionnant pour moi. Et j'étais pas bon, quoi. Depardieu, on a beaucoup parlé de son comportement sur les tournages. Vous l'avez vécu comment? Je ne vais même pas rentrer là. Ok. Mais je pense que la situation parle d'elle-même en ce moment. J'ai pas de. Ouais. Mais par rapport à vous, comment il s'est comporté? Bah, je te dis, j'avais pas de rapport avec lui en fait. Donc c'était ça qui me gênait plus qu'autre chose en fait. J'avais pas. Je pense que quand on fait ce métier, quand on est jeune, on a envie de vibrer un peu avec ses pairs, quoi. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer avant, j'avais bossé avec Gérard Lanvin, avec qui je m'étais hyper bien entendu, qui m'avait offert d'ailleurs des pompes de boxe qu'il avait, des Adidas là, qu'il portait dans tous ses films. Et je m'étais bien entendu avec lui. Et là, je me rendais compte que ça pouvait aussi ne pas fitter avec d'autres acteurs. Mais ça, c'est la vie. C'est des trucs qu'on ne sait pas trop, parce que nous, à chaque fois, après, il y a la promo, et les acteurs, ils sont tous... ça s'est super pas bien passé dans les tournages. Il y a un côté... on ne sait pas vraiment la réalité du monde du cinéma sur le plateau. Ça arrive souvent qu'on ne s'entend pas avec... et puis c'est pour des mois, quoi. On est obligé de rester pendant des mois avec... Ouais, bien sûr que ça arrive, évidemment. Bah oui, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes points de vue, on n'a pas forcément les mêmes façons d'être, on n'est pas les mêmes personnes en fait. Il y a des gens avec qui on a une énergie qui colle bien et qui fit bien, et puis des gens avec qui ça passe moins bien. Moi, j'admirais totalement l'acteur qui était Gérard Depardieu. Bon, bah, je voyais qu'il n'était pas... que ça fitait pas dans l'autre sens. Donc j'ai pas cherché à aller plus loin, mais donc c'est pas resté une expérience folle pour moi, quoi, d'échange. En tout cas, il y avait pas vraiment d'échange en fait. Mais sinon, mais ça arrive souvent sur des films. Oui, effectivement, qu'on se retrouve avec une partenaire ou un partenaire sur un film où bah, la personne vit quelque chose de compliqué dans sa vie à ce moment-là. Elle est pas bien, elle vient sur le plateau, mais elle est pas vraiment là. Elle a des problèmes à régler, elle est un peu nerveuse, un peu fatiguée. Et ça, on peut pas en vouloir à l'autre. Donc en fait, il y a des périodes comme ça où les gens sont bien ou pas bien. Ça va être plus dur quand vous êtes le réal. Si vous êtes le réalisateur du film et que vous n'entendez pas avec un acteur, ça va être très compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. Mais ça, c'est comme dans tous les métiers en fait. Vous, j'imagine qu'ici, il y a des jours où vous pouvez arriver en tirant la gueule parce que vous avez un problème et que tout d'un coup, vous n'allez peut-être pas forcément bien répondre à un cadreur en lui disant un truc, et que l'autre va dire mais comment tu me parles, et puis ça va monter parce que... Le cadreur, ça va. Je dis ça parce que... Ouais, il m'a fait comme ça derrière. Mais en tout cas, par rapport à ça, parce que vous disiez on n'est pas langue de bois et tout ça, ouais. C'est hyper délicat ça, en fait. Parce que, effectivement, moi j'aime bien, quand je fais des interviews, dire ce que je pense. Après, on me dit tout le temps, j'ai toujours les attachés de presse qui me disent « Mais pourquoi t'as parlé de ça? Pourquoi t'as ça ?» Parce que c'est vrai que aujourd'hui, n'importe quoi, enfin n'importe quelle chose que je vais dire, va être sortie du contexte, reprise, et ça va faire le titre... Pas chez Brut. Pas chez Brut, évidemment. Non, pas chez Brut, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que cette interview Brut va être reprise dans d'autres papiers. On va ressortir juste un truc
Guillaume Canet s'exprime à nouveau sur Astérix. Waouh, boum, tac, bam. Et ça va faire un paplard comme ça. Et c'est ça qui est dur, en fait. Ça, c'est l'exercice le plus dur. C'est dur ou c'est chiant? Bah, c'est chiant, en fait, parce que c'est vrai que je pourrais aussi, effectivement, éluder et ne pas répondre aux questions et essayer d'être tout le temps dans un truc très sécurisé. Bah, je vous dis, c'est chiant pour les journalistes aussi. Parce que Ouais. du coup, on fait des interviews qui sont lisses. Ouais. Et il n'en sort rien. Pour ça, moi, je suis ravi de discuter avec vous et j'ai l'impression que vous répondez aux questions déjà. C'est bien. Mais est-ce que les spectateurs, parce que c'est eux qu'on a envie d'intéresser, en fait, est-ce que... Je sais pas. J'ai pas la réponse. Ils mettront un commentaire sous la vidéo. Voilà. De toute façon, je continue à apprendre. Hein. Ouais. Je fais des erreurs. Hein. J'ai vu que vous n'avez pas tourné un film que Martin Scorsese, quand même, vous proposez comme producteur. Ouais. J'avais été à New York le voir exprès pour un film sur la vie de Jacques Lucerian, qui était un homme qui avait créé le journal France Soir, si je me rappelle bien, et qui voulait que je réalise ce film. Et j'étais en train de préparer les petits mouchoirs. Et je m'apprêtais à tourner le film, en fait. Et la rencontre était lunaire, quoi, parce que je me suis retrouvé dans son salon avec lui, en train de me brûler avec un mug de thé qu'il m'a donné qui était beaucoup, beaucoup trop chaud. Et j'osais pas le poser parce que je l'avais à moitié renversé, donc ça coulait. Et j'osais pas le poser sur la table en bois qui était devant moi. Donc en fait, j'étais en surchauffe. J'étais en train de transpirer parce que j'étais en train de me brûler la main en tenant le mug de thé. Et il me parlait de ne le dire à personne et j'étais complètement subjugué d'entendre Scorsese me parler de mon film. Et il était en train de me demander comment j'avais fait certains plans, quoi. de Cluzet qui court dans les escaliers avec le truc qui bouge. Je lui dis, bah, c'est un plan que vous avez inventé vous, en fait, dans Mean Street, avec l'axe, avec le cadre, avec la caméra posée dessus, en fait. Et quand on a Adrien Kettel qui marche comme ça, il me dit, mais non, parce que ça bouge. Et je lui dis, ouais, mais parce qu'après, je l'ai checké en post-prod, et il me dit, ah putain, super. Et moi, j'étais là, oh là 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 là. Je suis en train de parler de plans avec Scorsese, c'est surréaliste. Incroyable. Et on peut dire non à Scorsese? Bah, c'était quand même incroyable, quoi. Je savais pas comment lui dire, en fait. Et lui m'a simplifié un truc en me disant, tu sais, un projet, il faut être à fond dessus ou pas du tout. T'inquiète pas, ça se refera. Bon, ça s'est jamais fait. Juste qu'on sache, pourquoi vous l'avez dit non? Parce que... Bah, je lui ai dit non parce que tourniez, franchement, j'étais pas fasciné par le scénario. Ah ouais. Et surtout, j'étais en train de préparer mon film, mais je partais dedans et lui, il voulait qu'on tourne tout de suite. Et je pouvais pas lâcher tout ce que j'avais mis en place pour faire ce film, en fait. C'était compliqué, en fait. Mais bon, voilà, c'était une rencontre. Et puis après, je l'ai revu plein de fois, je l'ai rencontré plein de fois parce que j'ai été voir Léo plein de fois sur les tournages. Et donc, que ce soit Aviator, que ce soit DiCaprio, vous le voyez Gangs of New York, où j'ai été le voir, oui, j'allais le voir sur les tournages. Des fois, j'allais passer du temps à le voir. Donc, je voyais à ce moment-là Scorsese et tout ça. Donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré plein de fois. J'ai eu la chance de rencontrer plein de fois. C'est des gens fascinants, extrêmement curieux du cinéma, qui regardent tout, qui regardent tous les films, qui s'intéressent à tout le monde. Et c'est des gens vraiment fascinants. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres films que vous n'avez pas tournés? Et est-ce qu'il y a des regrets? Il y a des regrets. Il y a Quentin Tarantino qui m'a demandé aussi d'adapter Inglourious Basterds. Ah ouais? Ouais. Et je me suis fait... il s'est fait convaincre, après alors que j'ai travaillé l'adaptation, il s'est fait convaincre après par quelqu'un de pas le faire avec moi, pour que cette personne-là puisse le faire lui-même. Une adaptation en France? Oui, parce qu'il y avait toute la partie française, en fait. Ah oui. Et lui, il avait vu Ne le dis à personne, et il m'avait appelé et demandé de faire l'adaptation de toutes les scènes, des dialogues en France, en fait. Que j'avais fait, que je lui ai envoyé, et que finalement, quelqu'un d'autre a fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment regretté, parce que j'avais fait le travail et que ça m'a vraiment... ça m'est resté un peu là. Pourquoi ça s'est pas fait? Bon, c'est partie des trucs que vous faites gaffe à pas trop dire pour pas que les de presse. Voilà, exactement. Vous avez parlé avec Mélanie Laurent après, qui joue avec vous dans Le Déluge. Ouais, j'en ai parlé. Je sens que vous voulez pas être trop y aller. Moi, j'ai envie de savoir. Je suis partagé. Non, jusqu'où je vais en termes de questions. Je peux pas. Ad Vitam, c'est un film d'action avec des personnages assez fouillés, et donc c'est diffusé sur Netflix. Ouais. Le film dure 1h35. Vous savez qu'il y a des gens qui vont le voir en 45 minutes là. Ils vont mettre x2 et ils vont le regarder. Alors, ça, n'en parlez même pas. Ça, c'est horrible en fait. Ouais.
Et ça, je le sais, puisque je l'ai vu. Je l'ai vu un jour avec un ado à côté de moi qui regardait le film. Il parlait comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, comme ça, je peux le voir plus rapidement. Je dis, mais ça va pas bien, quoi. T'es complètement timbré. Complètement timbré, en fait. Vu que les pratiques sont là, il y a des gens qui regardent les films en x2. Ouais. Est-ce que ça change la façon de faire du cinéma? Est-ce qu'on en tient compte? Ça change la manière pas forcément on se met pas à parler plus lentement pour que finalement ils aient une vitesse normale. Non, mais au niveau du rythme, c'est sûr que c'est un film qui est très rythmé, où il y a un rythme très très haletant, avec une vraie volonté de lier à la fois tout ce que j'ai aimé mettre dans Ne le dis à personne, c'est-à-dire le côté thriller et en même temps histoire d'amour, parce qu'il y a une histoire très forte d'amour entre deux personnages, et le thème aussi du GIGN qui est là aussi sous-jacent, enfin qui est ce décor en fait du film. Mais il y a effectivement aujourd'hui on monte pas les films de la même manière qu'il y a quelques années en fait. Il y a une volonté quand même d'être dans un rythme plus soutenu. Ouais. Ça se passe au montage, donc pas au tournage, quoi. Non, c'est au montage. Ouais. Il y a un truc qui est marrant dans ce film, c'est le personnage féminin d'une actrice que je ne connaissais pas. Stéphane Caillard. Ouais, que j'ai trouvé très bien. Ouais, elle est formidable. Et elle est effectivement, c'est une actrice avec des caractéristiques très viriles, disons, dans son personnage. Elle joue très bien, le personnage est très intéressant, mais je me suis posé la question parce que, est-ce qu'il y a une dimension politique? Non, pas du tout. Pour vous, rien à voir? Non, non, pas du tout. Il y avait une vraie volonté pour moi d'écrire une histoire d'amour. C'est pas le côté, on va faire un personnage féminin différent? Il y avait une vraie volonté de ma part d'avoir une histoire d'amour, parce que, en fait, c'est ce que j'ai adoré dans Ne le dis à personne, c'est la raison pour laquelle cet homme court. Il court pas parce qu'il a les flics derrière lui, il court pour aller retrouver sa femme. Et c'est un thème qu'on a dans plein de films, comme Le Fugitif, comme plein de films où on a ce genre de thème et de narration, en fait. Et donc, voulant créer cette histoire d'amour, et que cet homme est dans ce microcosme du GIGN, c'était intéressant d'aller trouver... d'avoir une femme au sein du GIGN. Et c'est vrai que quand moi j'ai passé beaucoup de temps au GIGN pour écrire le film, pour m'y préparer, où j'ai rencontré ces hommes et ces femmes, et que j'ai été fasciné en fait par la vie de ces gens, et de ce qu'ils vivent, et de ce qu'ils donnent tous les jours, et de ce qu'ils vivent tous les jours, avec des missions folles et vraiment terrifiantes. Psychologiquement, c'est quand même assez dur ce qu'ils vivent au jour le jour. Et j'ai trouvé les femmes... fascinante en fait, et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire un rôle de femme, enfin que la femme que j'allais aimer dans le film soit un membre du groupe, et voilà. Mais il n'y a pas une volonté de vouloir cocher les cases et de dire il faut un équilibre. Il y a eu un équilibre par contre volontaire sur le plateau dans la manière de tourner le film, et ça c'est heureusement qu'aujourd'hui à la technique et dans tous les postes il y a une ouverture à ce qui est une parité en tout cas dans une équipe de tournage et tout ça, mais c'est pas ça qui a conduit l'écriture du rôle, en fait. Là, vous êtes en train d'écrire un film qui va sortir, j'imagine, dans quoi, 1 an, 2 ans? Je suis en train de préparer un film. Je viens de terminer un film, enfin un scénario que j'ai écrit. D'accord. Et que je vais tourner en février, fin février. C'est un film, là, je viens de commencer la prépa. Et c'est un film auquel je tiens énormément. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi... emballé par un projet, et je pense que j'avais besoin de ça pour me remettre à faire un film au cinéma. J'avais besoin d'un scénario comme ça. Voilà. Merci. Merci à vous.